Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver ce matin pour parler d'un thème qui nous est cher chez Sindop, qui est la RSE. Et on va parler aujourd'hui de la RSE, mais pas de la RSE parfois superficielle qui fait le buzz, celle qui est plus l'objet parfois de communication. Mais on va s'intéresser au fond du sujet, dans sa complexité, la RSE qui nécessite du temps, qui consiste à finalement se préparer à un changement de paradigme et ces changements profonds de nouveaux modèles de management, de nouveaux modèles économiques nécessitent un certain cheminement et puis ce cheminement, bien, il va plus ou moins vite en fonction de la maturité des organisations. Tout ça va évidemment pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, c'est clairement une dynamique qui est lancée. Et pour traiter ce vaste sujet, j'ai le plaisir d'être avec Marie-Christine Villagordeau. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Michael. Tu es fondatrice d'une société qui s'appelle Human Exponentiel, sachant que tu as un parcours dans le monde du management, notamment tu es anciennement la directrice de l'innovation et de la stratégie d'accompagnement chez Orange. Donc ça t'a nourri évidemment de plein d'expériences de transformation, de management sur le plan RH. Et tu t'es formée au coaching, tu es praticienne psychologie positive appliquée au travail, et tout ceci avec Human Exponentiel aujourd'hui te permet de proposer des missions de facilitation d'intelligence collective. Donc on est évidemment en plein dans le thème de la transformation des organisations dans ton activité. Mais si on est ensemble ce matin, c'est en particulier pour que tu puisses partager avec nous les fruits d'un travail de recherche-action que tu as mené sur la métamorphose humaniste dans les entreprises. Donc un sujet qui a nécessité de mener un certain nombre d'interviews et d'audits. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur la méthode dans un instant. Juste quand même un point important à souligner, c'est que c'est une recherche-action que tu as menée en collaboration avec Alain de Vulpian. Tout à fait Michael. Est-ce que tu peux nous rappeler qui était Alain pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ses travaux? Alors Alain de Vulpian est un sociologue qui s'est passionné dès les années 50 pour une chose où la sociologie finalement n'allait pas tellement, c'était les courants socioculturels. D'accord? La sociologie travaille en cheminée, on regarde le consommateur, on regarde le citoyen, mais Alain, lui, était plutôt axé sur qu'est-ce qui se passe dans la société, quels sont les signaux faibles. C'est ces petites informations que l'on ne voit pas, qu'on ne prend pas le temps de voir et que lui captait pour finalement montrer comment les courants socioculturels évoluaient. Et dans son dernier livre, L'éloge de la métamorphose, eh bien, on voit bien les gilets jaunes. Alors, ils n'appelaient pas les gilets jaunes parce qu'en 2016, c'était son dernier livre. Ils n'avaient pas appelé les gilets jaunes, mais on voit bien les prémices de ce mouvement sociétal et social. Donc Alain, effectivement, pendant toute sa carrière, voire même, on pourrait presque dire toute sa vie, il a étudié les signaux faibles et les tendances lourdes, chose que tu fais également au sein d'Apimorphose. On salue d'ailleurs la présidente d'Apimorphose, Irène Dupont-Couturier, qui a travaillé longtemps main dans la main avec Alain. Et c'est grâce à Irène, d'ailleurs, si on s'est rencontrés Tout via à fait. l'association Apimorphose. Donc, je vais te laisser la parole pour nous présenter la recherche-action et puis surtout les tendances, les constats et un petit peu les différents profils d'organisation que tu as pu constater grâce à cette démarche. Merci, Michael. Alors. Voilà, on voit ton écran. Tu vas pouvoir basculer en projection. C'est parfait. Voilà. Alors, dans les entreprises, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un processus évolutif. Alors, par rapport à ce processus évolutif, quels sont les signaux faibles et les tendances lourdes? Alors, quand on regarde l'entreprise, on ne peut pas la catégoriser parce que l'entreprise est un organisme vivant
Et au travers finalement de cet organisme vivant, eh bien, on va voir les différentes phases de croissance, de maturité et puis aussi de fin de vie. Alors, par rapport à l'étude, la cible, c'était 126 personnes. Ces 126 personnes sont majoritairement des chefs d'entreprise de tous les secteurs d'activité. J'ai même un agriculteur. Au niveau géographique, eh bien finalement, j'ai un équilibre entre l'Île-de-France et le reste de la France, hommes, femmes aussi. Les entreprises sont plutôt des PMI, des PME, des ETI. Et pour les entreprises du CAC 40, eh bien, j'ai simplement des N-1 et N-2. Aucun président directeur général n'a accepté. Pourtant, c'est une étude qui est anonyme par rapport à ce qui est dit. Alors ensuite, avec Alain, nous avons pris le parti pris de choisir ce qu'on appelle des socioperceptifs. Qu'est-ce qu'un socioperceptif? C'est-à-dire, c'est celui qui se laisse porter par finalement ce qui se passe dans la société. Et sa sensibilité lui permet, par rapport à son écoute, c'est de capter finalement ces petits signaux faibles, ces alarmes, ces informations qui sont là, latentes, et qui vont finalement prendre forme et créer finalement un courant, des changements de comportement, des changements culturels, des changements d'état d'esprit. La méthode, elle est simple. Ce sont des entretiens donc individuels à la Carl Rogers, c'est-à-dire des entretiens non directifs. Le thème est proposé à la personne. Qu'est-ce que vous inspire la métamorphose humaniste dans les entreprises? Et à partir finalement de ce thème posé, ce que ça les inspire, eh bien, il va y avoir un questionnement pour que la personne puisse approfondir finalement ce qu'elle est en train de découvrir ou ce qu'elle est en train de réfléchir. Donc, c'est vraiment un travail de réflexion en profondeur. Alors, que nous dit finalement l'étude? Quelle est la synthèse? Donc, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment un processus d'évolution. Il ne faut pas enfermer l'entreprise dans une catégorisation, même si vous allez voir qu'on voit les grandes tendances. Alors, il y a 4 grandes tendances de l'entreprise. Il y a l'entreprise traditionnelle. Cette entreprise traditionnelle représentait 10% de la cible. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise traditionnelle? Eh bien, c'est une entreprise qui est axée sur une domination, sur le contrôle et surtout sur le chiffre d'affaires et sur une tendance de court terme. Donc, l'entreprise souhaite vraiment préserver son chiffre d'affaires, mais avec un contrôle qui fait que elle ne voit absolument pas les tendances, les choses qui bougent dans la société. Donc, traditionnellement, elle est figée, elle veut une stabilité. L'enquête a commencé avant la crise sanitaire, en novembre 2019, s'est terminée en mai 2021. Ce qui se passe, c'est que ces entreprises souhaitent vraiment un retour à la stabilité. Et leur envie est vraiment une dynamique de court terme. Ensuite, il y a les entreprises évolutives. Alors, les entreprises évolutives représentent 42% de la cible. Alors, elles sont intéressantes parce qu'on les voit prendre l'air du temps, capter finalement dans la société les mouvements. Elles les captent, mais elles n'ont pas franchement l'intention de se transformer. Elles les captent simplement pour en faire du profit. C'est comment je vais colorer ma stratégie, avec de l'écologie, avec du social, human insight, avec du sociétal. Mais leur sujet, c'est vraiment comment est-ce que je garde mes clients, comment est-ce que je fais croître mon chiffre d'affaires. Alors, ce que j'ai pu constater quand même, c'est qu'avec la crise sanitaire, certains se disaient, eh bien, ouais, ok, faut prendre en compte ces tendances qui sont ces tendances écologiques, ces tendances sociales, ces tendances sociétales. Et elles y vont, mais par nécessité. Alors, quand on voit la RSE, finalement,
était une verrue, on va dire, à part de la stratégie, et il y a vraiment un essai de l'intégrer, mais il n'y a pas de conviction, c'est vraiment par nécessité pour ne pas perdre des parts de marché. Ensuite, il y a les entreprises traditionnelles. Les entreprises traditionnelles représentent 30%. Alors, elles sont très intéressantes et vraiment, pour arriver à faire basculer vers la transformation de l'entreprise, c'est un noyau d'entreprise qui peut être catalyseur. Alors, les chefs d'entreprise ont conscience des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, et ils ont vraiment l'intention, ils ont vraiment la conviction qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut vraiment transformer l'entreprise. La transformation, ils ont conscience que c'est une transformation en profondeur, c'est-à-dire une transformation culturelle, une transformation comportementale et une transformation cognitive. Leur problématique, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, si on le regarde bien, ne sont pas formés finalement à ce qu'est une entreprise comme un organisme du vivant. Ils sont plutôt formés à la mécanique d'une entreprise, avec ce que vous connaissez, les silos, etc. Et il est très difficile pour eux de passer dans une vision systémique et holistique qui prend en compte les parties prenantes. Alors, il y a autre chose aussi, à cette difficulté se rajoute le fait que les entreprises interviewées, eh bien finalement, ont un business model qui fonctionne. Alors, si je commence à transformer mon entreprise, eh bien, ce business model, avec finalement les résultats financiers qui sont là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas déstabiliser mon entreprise? Donc, il y a une réelle appréhension et peur à la transformation. Alors, quand on regarde ces trois typologies d'entreprises, traditionnelles, évolutives et transformationnelles, ce que l'on constate, c'est qu'elles sont hors sol. C'est-à-dire qu'elles ont des difficultés à se relier aux autres et à entrer dans une vision, on va dire, écosystémique. Donc, c'est une problématique. Pour les entreprises évolutives et transformationnelles, il y a aussi le fait que, voilà, il y a une intention, donc il y a des paroles, mais la cohérence avec les actes n'est pas au rendez-vous, ce qui crée des malaises au niveau des salariés. Ensuite, il y a les entreprises génératives qui représentent 18%. Alors vous allez me dire 18%, c'est assez important. Oui, mais la cible, n'oubliez pas que la cible est de 126 personnes. Donc, pour relativiser les choses. Alors, l'entreprise générative, c'est l'entreprise qui a saisi finalement ce qui se passait dans l'air du temps. Les chefs d'entreprise sont vraiment des socio-perceptifs. Ils captent tous les phénomènes qui sont latents. Et contrairement aux trois autres typologies d'entreprises, eh bien, ils font de ce qui se passe aujourd'hui dans la société une opportunité pour se transformer et pour transformer les entreprises. Alors que finalement, les entreprises traditionnelles, évolutives et transformationnelles voient ce qui se passe dans la société plutôt comme une contrainte. Donc une contrainte à devoir s'adapter. Alors que les génératives, elles, prennent l'air du temps pour dire qu'est-ce que nous allons régénérer, qu'est-ce que nous allons développer. Certains disent qu'est-ce que l'on va réinventer dans la société. Et donc, on voit que c'est des entreprises qui sont résilientes, qui ont une capacité d'adaptation. D'autant plus que quand ils créent de la valeur, ils créent de la valeur partagée, partagée dans le territoire, partagée dans le secteur d'activité. Et donc, il y a vraiment cette notion d'inclusion, cette notion holistique d'intégrer les parties prenantes. Il y a aussi le sentiment de l'entreprise est un organisme vivant et donc protégeons la santé de l'entreprise sur le long terme. Donc on voit vraiment qu'il y a une conscience qui est différente.
Et aujourd'hui, le problème n'est pas le changement de structure. Dans les entreprises traditionnelles, évolutives et transformationnelles, on joue beaucoup sur le changement des organisations. Et puis, sur ces entreprises, il y a souvent des confusions. C'est-à-dire qu'on confond finalement la finalité avec les moyens. Je vous donne un exemple très simple qui est la digitalisation. La digitalisation est un moyen au service d'une intention. Eh bien, dans les entreprises évolutives traditionnelles et transformationnelles, on prend la digitalisation comme une finalité. Un autre exemple, dans les entreprises génératives, le télétravail. Le télétravail n'est pas vu de façon mécanique, mais vu de façon organique. De façon mécanique, c'est bon, combien de personnes présentes dans l'entreprise tel et tel jour. Dans l'entreprise générative, c'est comment nous repensons le travail avec finalement les salariés. Donc on voit qu'il y a vraiment l'écoute, la résilience et l'adaptation. Et donc on est sur le changement dans le cœur des organisations à intégrer l'humain. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ces différentes typologies d'entreprises? Eh bien, pour les entreprises traditionnelles et évolutives, surtout, parce qu'on voit que les transformationnels sont quand même en chemin, eh bien, il y a le prélèvement. On domine, on contrôle et on crée une relation qui est duale. Donc, il n'y a pas ce qu'il y a dans les entreprises génératives, c'est-à-dire finalement l'intersubjectivité, le dialogue avec l'écoute, avec comment je préserve. D'un côté, on prélève les ressources sans prendre soin finalement de la planète. De l'autre côté, c'est comment est-ce que je préserve lorsque je prélève des ressources. Je vous donne un exemple. Un chef d'entreprise dans l'industrie fabrique des brosses à dents. Eh bien, il regarde comment il va se servir des déchets d'autres industries afin finalement de récupérer ces déchets pour faire les manches des brosses à dents. Donc, c'est vraiment comment est-ce que je fais mon produit et donc je pense mon produit de façon à ne pas piller la nature. Ensuite, alors là, j'ai un petit problème parce que je ne vois pas. Alors, si je fais ça, ça donne quoi? J'ai un petit souci. Bon, donc, après, je me souviens plus ce que j'ai mis. Donc, je suis désolée. Donc, après, je crois que… Ah, je ne sais plus. Michael, On peut reprendre la main sur la présentation si tu veux pour poursuivre sur les prochains slides. Si tu veux, parce que j'ai un petit souci avec le panneau d'affichage. Oui, on va repartir sur l'écran suivant. Merci beaucoup. Le temps de réafficher les écrans. Voilà, voilà, c'est parfait, merci beaucoup. Donc là, c'est ressentir. Et donc, vous voyez, on voit que c'est un changement de mindset. C'est-à-dire que la personne déjà réfléchit en amont à son produit pour préserver la nature. Après, en fonction de ce qu'elle a capté, de ce qu'elle a ressenti dans le courant socio-culturel, dans la société, eh bien, elle va se dire avec qui je vais interagir, quelles sont les parties prenantes avec lesquelles je vais créer une vision et des visions écosystémiques. Alors, on n'est pas dans une stratégie figée, on est dans des visions écosystémiques qui vont bouger au fur et à mesure, finalement, de leur projection, parce qu'ils vont se projeter dans l'avenir pour savoir, finalement, comment ils vont faire vivre leur entreprise, mais aussi avec la notion de comment je suis utile et comment je contribue à la société. Et là, on est dans la dimension du prendre soin. Je prends soin de l'entreprise, je prends soin des salariés et je prends soin de l'environnement
et finalement de la société. Et on se trouve dans une relation apprenante. Et là, c'est ce que disait Michael tout à l'heure quand il parlait de la RSE, eh bien, c'est un cheminement qui se fait. Donc, la métamorphose humaniste, ce n'est pas une finalité, c'est un chemin, et comme disait Alain de Vulpian, c'est un chemin tâtonnant qui demande le temps long, comme le précisait Michael tout à l'heure. Là, le changement de slide, merci. Donc, on se trouve avec deux profils dont il est important de faire un zoom. Le profil des chefs d'entreprise. Donc, il y a deux typologies de chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, finalement, qui ont eu un parcours avec des accidents. Des accidents qui peuvent être des maladies, mais aussi par rapport à l'entreprise. Mon entreprise, j'ai un chef d'entreprise qui est d'ailleurs dans le livre, qui dit finalement le chiffre d'affaires allait très très bien, je suis sur un marché, il est sur le digital qui marche très très bien, donc je n'ai qu'à me baisser pour finalement avoir des clients, c'est hyper simple et pourtant les talents s'en vont. Je perds tous les talents. Les gens viennent, sont attirés par l'entreprise parce qu'elle a une représentation au niveau, comment s'appelle, de l'ambiance, etc. Et je perds les talents. Donc, lui a fait tout un travail sur lui de façon à faire sa propre métamorphose, à faire finalement, à posséder une maturité psychosociale générative de façon à ce qu'il puisse être à l'écoute finalement des talents. Ensuite, la deuxième typologie de chefs d'entreprise, ce sont plutôt des chefs d'entreprise qui sont jeunes. Alors ces chefs d'entreprise jeunes, eh bien finalement, ils sont nés de parents qui sont nés après mai 68, donc avec la notion de liberté acquise. Mais comme depuis les années 70, si vous le regardez bien, on a des crises successives et des crises qui se répètent de plus en plus, depuis la crise pétrolière, des crises sanitaires, des crises financières, des crises sociales. La dernière sanitaire est plus ample parce qu'elle est mondiale. Et finalement, ces personnes-là ont grandi avec la notion de liberté, mais aussi de compréhension que la société, finalement, est en train de bouger. Et ils allient, finalement, la liberté à la responsabilité. Et donc, certains veulent réinventer, finalement, la société, la guérir de ces maux. Donc, on voit finalement un changement de mentalité et un changement, finalement, au niveau de personnalité, de personnes ouvertes, inclusives, et qui sont vraiment dans le prendre soin. Alors, par rapport aux salariés, eh bien, on trouve les mêmes profils, c'est-à-dire on trouve des salariés avec une maturité générative qui vont être très bien dans l'entreprise générative, qui peuvent être très bien dans l'entreprise transformationnelle si on s'en sert de catalyseur. Et puis, les génératifs n'iront pas dans les deux autres typologies d'entreprises. Par contre, lorsque la maturité psychosociale de la personne n'est pas développée, elle peut être très bien dans l'entreprise traditionnelle avec le contrôle qui lui est nécessaire parce qu'elle n'a pas l'autonomie. Donc, on voit que finalement, l'entreprise doit, si elle veut garder ses salariés dans les entreprises génératives, eh bien, tout bonnement, les aider à aller vers cette mentalité générative. Dans les autres, eh bien, finalement, suivant la maturité, eh bien, ils peuvent être bien ou mal. Ce que l'on voit, par contre, c'est qu'au niveau du tempérament des salariés génératifs, eh bien, que ce soit des personnes qui sont des personnes d'un certain âge, la cinquantaine, eh bien, elles rejoignent les jeunes parce que finalement, elles quittent les entreprises qui ne sont pas porteuses de sens et qui ne veulent pas répondre et contribuer aux enjeux et aux défis d'aujourd'hui. Et donc, ce que les chefs d'entreprise disent, la guerre des talents est commencée. Et cette guerre des talents est de plus en plus offensive par rapport aux entreprises, ce qui pourra sûrement aider certaines à aller plus loin dans la transformation et y aller vers la conviction que la transformation est nécessaire. Merci.
Alors, en synthèse. En synthèse, eh bien, ce qui apparaît finalement, c'est la société du lien. Ce que l'on croit par rapport à l'ambiance, on va dire, médiatique, c'est que les liens, la société se délite. Et ce n'est pas vrai. La société, finalement, est en train, avec l'Internet, de recomposer les liens. Et les réseaux sociaux, l'Internet, tous ces modes de fonctionnement, de communication, n'auraient pas pu voir le jour si finalement les personnes dans la société ne s'étaient pas transformées et ne transformaient pas le lien. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, l'humain dans la société, eh bien, on voit l'émergence de la spiritualité. Alors, l'émergence de la spiritualité, c'est vraiment cette quête de sens, à vouloir être utile et à contribuer dans l'entreprise, dans les associations et aussi dans la société. Donc, il y a vraiment cette quête de vouloir contribuer avec le sens. Et on voit que les valeurs changent. On a des valeurs d'équité qui sont plus importantes, on a les valeurs de l'altérité, et puis on a les valeurs de la solidarité qui sort et de la coopération. Et l'humain dans la société, eh bien, il est dans ces trois dimensions du lien, le lien à soi, le lien aux autres et le lien aussi à la société. Quand on dit à la société, c'est aussi à l'environnement qui englobe la nature. Et ce que l'on voit, c'est que ces liens qui se recomposent au travers des réseaux sociaux, au travers de l'Internet, créent des communautés de destin. Et ces communautés de destin s'emparent d'un sujet pour changer finalement la société, la revitaliser, la régénérer. L'humain dans l'entreprise, eh bien, ce qu'ont découvert beaucoup de chefs d'entreprise au travers de l'étude quand il y a eu la première restitution, eh bien, c'est que le salarié, finalement, l'entreprise n'engage plus le salarié, pardon. C'est le salarié qui s'engage pour l'entreprise. C'est-à-dire que le salarié, s'il y a un projet qui a du sens et qui correspond à ses valeurs, eh bien, il s'engage dans l'entreprise. Autrement, s'il va dans l'entreprise, eh bien, son engagement ira dans les associations. Et on voit une croissance du nombre de bénévoles depuis les années 60 et la crise a accéléré le phénomène de bénévoles dans les associations parce que c'est comment je peux être utile et on retrouve la problématique de la spiritualité. Et puis, le salarié dans l'entreprise, il veut être artisan de son développement. C'est-à-dire, c'est comment ensemble on regarde ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de me développer et comment l'entreprise va prendre en charge finalement mon unicité en tant que personne dans l'entreprise. Donc, je ne suis plus réduit à un métier. Et puis, il y a la dimension transactionnelle. Eh bien, et en plus de ça, on le voit énormément chez les jeunes. Donc, dans l'enquête, il y avait les jeunes du réveil écologique. Ces 30 000 jeunes qui se sont emparés de la question de l'écologie, donc qui regroupent les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Eh bien, ils arrivent dans l'entreprise en étant conscients de leurs valeurs. Donc, qu'est-ce que l'entreprise, elle m'apporte ? Et l'entreprise, dans la société, devient un catalyseur de la transformation de la société. Alors vous me direz, elle a toujours été sur le plan technique, mais elle le devient sur le plan social et elle le devient sur le plan sociétal en créant le lien d'inclusion qui est nécessaire finalement à revitaliser et à régénérer la société. Et c'est vraiment un changement de paradigme et elle a un rôle éducatif. Donc on le voit au niveau des consommateurs, c'est comment elle conçoit la transparence par rapport aux produits afin d'éduquer aussi les consommateurs, car les consommateurs ont un pouvoir de transformer la société par rapport à leur pouvoir d'achat. Bien que, en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, s'il te plaît, merci. Ce qu'il faut penser, c'est que ne doutons jamais qu'un petit groupe, même si ce n'est que 18% des entreprises génératives, et bien qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Et c'est dit Margaret Mead, qui est anthropologue, qui le disait dans les années 50. Ensuite, merci. Donc, il y a une chose, il y a un livre qui va paraître en juin. Les entreprises sont-elles prêtes à se transformer? Bien, comme vous pouvez le constater, pas toutes.
Donc, ce que je propose, c'est que j'organise des débats, des conférences avec des débats, donc suivis de questions. Donc, il y en a plusieurs qui sont organisés en province, de façon à vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'être utile et comment j'ai envie de contribuer. Dans ce livre, vous avez la première partie qui est la restitution de l'étude et qui est beaucoup plus approfondie que dans la présentation. Ensuite, vous avez les témoignages des chefs d'entreprise génératifs, qu'est-ce que leur a inspiré l'étude. Et ensuite, vous avez des chercheurs enseignants, Sorbonne, Paris-Assas, qui viennent compléter par leurs travaux finalement un éclairage un peu plus vaste, et donc ça donne plus d'ampleur à l'étude avec des éclairages intéressants. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Marie-Christine, surtout pour la restitution extrêmement claire et limpide. Et puis bravo pour tout le travail en amont que ça a représenté. On va se ruer sur ton livre dès qu'il va sortir. Donc, pour faire le lien finalement avec la veille, le sujet qui chez Synop nous occupe au quotidien, ce que j'ai entendu dans ton propos par rapport au profil des entreprises génératives, c'est que finalement, elles gardent évidemment l'objectif de rentabilité, l'objectif économique, mais cet objectif, il est combiné avec les 17 objectifs du développement durable, non pas comme étant une contrainte, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas aller à l'encontre des 17 objectifs du développement durable, mais clairement de s'engager et d'y contribuer à cette atteinte. C'est-à-dire que c'est une sorte d'appropriation. L'entreprise générative fait des 17 objectifs du développement durable ses propres objectifs, en plus de la rentabilité. Donc, c'est intéressant parce que la façon dont tu catégorises les profils permet déjà de faire une introspection sur chaque organisation, savoir où on se situe, et puis dans le cheminement de pouvoir se projeter sur les étapes, parce qu'on peut rarement passer de l'étape 1 à l'étape 4, ça se fait progressivement, et donc ça permet plus facilement d'imaginer un plan d'action pour une organisation en fonction de sa maturité dans cette dynamique pour franchir petit à petit chacun des stades. Et c'est là que, évidemment, la veille peut être extrêmement nourrissante, aussi bien en amont pour avoir des cas d'usage, s'inspirer, intégrer les nouveaux concepts que tout cela peut représenter. Et puis, une fois que le plan d'action est mis en œuvre, la veille étant itérative, elle va pouvoir nourrir chaque action par l'identification d'informations utiles pour la prise de décision. Et on voit bien chez nos clients, chez Syndup, qu'il y a une vraie prise de conscience qui se généralise et une volonté à aller dans cette direction, avec parfois un frein qui peut créer des frustrations, qui est un manque de transversalité, trop de silotage, qui est vraiment une barrière pour se mettre en ordre de marche. Mais en tout cas, la dynamique, elle est là, on l'aperçoit. Et c'est en ça que ça nous a permis, avec des clients qui, si on faisait l'analyse, probablement sont déjà dans le profil génératif ou en tout cas en voie de le devenir, on a pu élaborer un certain nombre de méthodes, de bonnes pratiques. Et là, vous avez à l'écran quelques cas d'usage autour de ce que la veille peut amener dans une démarche de RSE en profondeur. C'est notamment là que la personnalisation est extrêmement importante, c'est-à-dire que on peut évidemment être abonné à un certain nombre de newsletters et d'informations génériques. C'est toujours bon à prendre, ça fait du bien, c'est inspirant. Mais quand on veut passer à l'action et se transformer, chaque cas est particulier, chaque projet est spécifique et ça nécessite d'être en capacité à, cette fois-ci, cibler des sources d'inspiration qui correspondent au secteur, au territoire, en tout cas à l'environnement de l'entreprise, à pouvoir, par exemple, repérer des méthodes et des indicateurs
de pilotage de tout ce qui est extra-financier, ça, c'est propre à la chaîne de production, à la chaîne de valeur du secteur. Donc, il faut commencer à rentrer un petit peu plus dans des veilles très pointues pour voir comment les entreprises du même secteur, sur les mêmes chaînes de valeur, mettent en place des indicateurs de pilotage sur la RSE et les ODD. Et puis aussi toute la dimension d'acquisition des connaissances. Là aussi, on peut acquérir des connaissances génériques sur la RSE, mais à un moment, il faut passer à autre chose et faire l'acquisition de certaines connaissances et compétences qui vont être des clés nécessaires pour la transformation de ses propres modèles économiques, modes de production, de management spécifiques au cas de l'entreprise. On a tout ce qui est sourcing également. Alors ça, c'est vraiment une demande qui émerge rapidement chez les clients de Cindup. Le sourcing, c'est-à-dire identifier des solutions. Comme finalement la transformation RSE, ça crée plein de nouveaux problèmes à adresser, à résoudre, parce que c'est une autre façon de faire. Eh bien, il faut trouver les technologies, les partenaires, les manières de produire, de distribuer la marchandise, de pouvoir travailler en faisant alliance avec un écosystème sur son territoire. Et donc, il faut identifier des acteurs et des technologies, des solutions. Cette partie sourcing, elle est prépondérante même dans la demande aujourd'hui de veille RSE. C'est trouver des nouvelles solutions. Et puis, surtout, le constat que l'on fait, c'est que quand on adresse les externalités en profondeur, c'est plein de ramifications. Avant, les entreprises traditionnellement étaient plutôt focalisées sur leur métier de tous les jours, sans trop se questionner sur les effets indirects de la sous-traitance ou les effets indirects de certaines de leurs actions. Et quand on tire la ficelle de l'approche systémique de toute la chaîne de production, mais là, c'est une démultiplication des sujets sur lesquels il faut des nouvelles compétences, là encore une fois, et des nouvelles solutions. Donc, pour appréhender cette complexité, si on n'a pas un dispositif de veille structurant qui permette de capitaliser les axes de veille et surtout les répandre dans l'entreprise, que une cellule de veille centralisée n'est pas en capacité à pouvoir traiter toute cette complexité à elle seule pour toute l'organisation. Donc, il faut décentraliser la veille au niveau des équipes projets, au niveau des directions métiers. Et là, la méthodologie de veille, les outils de veille deviennent obligatoires pour être en capacité d'aborder cette complexité. Et puis, une manière plus normative et réglementaire, il est nécessaire aussi de voir sur son propre secteur quels sont les changements à anticiper, quels sont les acteurs qui vont être influents sur les nouvelles normes et réglementations pour, pourquoi pas, au-delà de l'anticipation, faire jouer de l'influence et donc de participer à des travaux qui vont définir les normes et les standards de demain sur son activité. Voilà, donc de manière générale, la conclusion par rapport à la veille, c'est que ça devient vital. C'est plus une question de confort. C'est pas juste un atout qui permet d'être plus innovant. Ça devient un outil et une méthodologie qui est inhérente à la transformation RSE dès lors qu'on rentre dans cette complexité et que l'on tend vers une dimension d'entreprise générative. Et pour terminer, juste un mot sur des solutions que l'on a mis en œuvre pour répondre à des entreprises qui ne sont pas immédiatement en capacité, pour des raisons de temps ou de priorité, à déployer une démarche de veille en interne avec la formation et la dynamique de transformation que ça implique, mais qui en amont de phase ont besoin quand même d'une aide à la décision, d'un travail de sourcing. Eh bien, on est en capacité aujourd'hui chez Cindup avec le département études et analyses de pouvoir délivrer à partir d'un brief des notes de tendance, des synthèses hebdomadaires ou des recherches d'informations ciblées, clés en main,
dans des délais très courts, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la méthodologie, de veille, de recherche, de synthèse, pour faire en sorte que les organisations puissent très facilement au moins avoir la data, l'information, la visibilité pour se mettre en ordre de marche. Et quand l'organisation est prête, eh bien à ce moment-là, on est dans un accompagnement au long cours pour internaliser la veille. Et là, c'est ce qui permet véritablement d'être en phase de transformation et d'accompagner cette démarche. On va désormais prendre les questions et les réponses. Vous avez également l'adresse email de Marie Friseau qui n'est pas connectée avec nous ce matin en live, mais que certaines et certains connaissent pour les habitués de nos webinars, hein, qui est Customer Success Manager chez Cindup, qui anime aussi le club utilisateur et qui pourra, si vous avez des questions plus spécifiques sur la façon dont Cindup accompagne les organisations dans leur métamorphose, dans la RSE, pourra évidemment, en dehors du webinaire, répondre à toutes vos questions. Est-ce que Judith, dans le chat, tu as relevé certaines questions suite à la présentation de Marie-Christine notamment? Oui, tout à fait. Merci pour vos questions. Il y en a pas mal. Donc, on va peut-être pas avoir le temps d'aborder toutes les questions ce matin, mais on va essayer de prendre quelques-unes et puis pourquoi pas de pouvoir répondre en direct aux personnes qui ont voulu rajouter des questions supplémentaires. Donc, alors, effectivement, c'est une question pour Marie-Christine pour commencer. Donc, la question, c'est avez-vous rencontré des dirigeants qui portent naturellement une vision de la métamorphose humaniste? Et deuxième partie de la question, comment est-ce que ces dirigeants déclinent cette vision et quel est leur plan opérationnel? Donc, est-ce que c'est clair au niveau de la question? Oui, c'est clair. Par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la RSE, pardon, c'est que souvent, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont pris le 17 pour commencer leur métamorphose. Voilà, qui sont appuyés sur l'ODD 17. Alors, donc, par rapport à la question, les chefs d'entreprise qui finalement, ils sont naturellement, ils ont grandi finalement avec une conscience, ce qu'on appelle une conscience élargie de ce qu'ils étaient. Donc, ils rassemblent finalement les différentes facettes que sont leurs rôles. Donc, en tant que chef d'entreprise, ils sont chefs d'entreprise, mais ils sont aussi parents, ils sont aussi citoyens, ils sont aussi bénévoles. Enfin, ils rassemblent toutes leurs casquettes et on voit que c'est un état d'esprit parce qu'ils sont dans cette unicité qui leur donne des valeurs et ils s'appuient vraiment sur cette notion. Alors moi je pense qu'ils ont grandi dans un univers qui leur a permis de se développer comme ça, d'accord? Donc ils ont cette notion de liberté, mais cette notion de liberté, il la relie vraiment à la responsabilité et avec une envie très forte finalement de réparer. Donc, dans le livre, il y a un monsieur comme Guillaume Desnaux qui veut réparer la société. Donc, il a fait une entreprise et qui finalement prend soin des personnes âgées. Donc, quand il a commencé, quand on a 28 ans, qu'on a fait les grandes écoles, etc., et qu'on décide d'aller vers un secteur qui n'est pas forcément porteur en termes de chiffre d'affaires, ben, c'est pas le sujet. Donc, on voit que c'est un état d'esprit. Alors, les chefs d'entreprise plus âgés, eh bien, c'est un parcours qu'ils ont fait de transformation personnelle. Mais on arrive toujours avec cette notion de, finalement, j'ai conscience que je suis libre de faire ce que j'ai envie, mais j'ai la responsabilité, finalement, de mes actions. Et mes actions, finalement, quand je décide de les faire, je veux qu'elles aient un impact positif sur l'humain, sur la société et sur l'environnement. Donc, ils ont vraiment ce formatage. Moi, je dis que c'est vraiment un état d'esprit qui est différent. Et je pense que c'est l'éducation avec les relations. Alors, l'éducation, je ne parle pas forcément de l'éducation que des parents, mais l'éducation des parents, l'école, l'environnement dans lequel ils ont évolué, les amis, qui ont fait qu'ils ont cette unicité
cette prise de conscience de cette unicité et le vouloir agir pour. Ils sont pas dans la relation duale du ou contre. Ils sont plutôt dans la notion du et de l'inclusion avec quoi. Et ils ont vraiment un changement quand on les entend. Ils sont très rassurants et ils ont vraiment un discours qui est vraiment différent. Et ils sont portés par leur envie de contribuer et d'être utiles pour eux, pour les autres et pour la société. La deuxième partie de la question, tu peux me la rappeler? Alors, la deuxième partie de la question, c'était donc pour ces dirigeants qui ont cet état d'esprit, on va dire, dans l'âme, qu'est-ce qu'ils mettent en place le plan d'action dans ce cas-là? Alors, ils sont pas sur le plan d'action. Ils sont pas sur le plan d'action, ils arrivent avec une intention. Alors, on va prendre l'exemple de Guillaume, c'est réparer la société. Ensuite, ils se posent la question avec qui je vais le faire. Et quand ils ont cette question avec qui je vais le faire, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'écouter les salariés. Donc, Guillaume a été écouter les auxiliaires de vie. Une personne comme Ludovic Sinquin dit « Moi, de toute façon, je sais où l'entreprise va, je n'ai qu'à écouter l'entreprise. » Donc, ils ont une dimension d'écoute au niveau des salariés. Et quand ils ont cette capacité à écouter, ils prennent les décisions. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'ils ont une intention au départ. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce qui est traditionnel, c'est-à-dire une stratégie, je veux être le leader sur ce marché. Oui, c'est surtout ces notions qui sont des notions qui sont mécaniques. Je veux être le premier, je veux être le leader sur le marché, je veux développer tel produit. Ils sont pas dans cette dynamique-là. Et les chefs d'entreprise, comme il y a beaucoup de PME, de PMI et d'ETI, disent si on était dans cette logique-là, on n'y arriverait pas. Donc, ils ont une intention. Et cette intention, finalement, avec l'écoute, ils la transforment en une vision holistique. Et la vision holistique, ça prend les parties prenantes. Merci. Alors, une deuxième question pour Marie-Christine, et puis après, j'aurai une question pour Michael, plus précisément sur la partie veille. Donc, on a évoqué cette transformation, cette fameuse transformation. La question, c'est de savoir, est-ce que toute sorte d'entreprise peut se transformer? Ah, alors, je dirais que oui. Je dirais que oui, dans la mesure où le chef d'entreprise a déjà fait un travail et qu'il est attentif à ses salariés. Et puis, ce que l'on voit aussi dans l'étude, finalement, eh bien, c'est des salariés qui, eux, ont l'esprit génératif et qui poussent vraiment l'entreprise à se transformer. Donc, l'entreprise, elle peut se transformer. Je pense que toutes peuvent se transformer. Bien que les entreprises du CAC 40, je ne sais pas, parce que ce sont vraiment des très grosses structures. Donc là, n'ayant pas eu de président-directeur général, eh bien, je ne sais pas. Mais je pense que toutes les entreprises qui sont de taille ETI, PME, PMI, oui, peuvent se transformer par la conjugaison finalement des attentes, c'est-à-dire les attentes salariées, les attentes consommateurs peuvent entraîner finalement le patron, parce que dans une PME, dans une PMI, ben on est avec des patrons et non avec des salariés comme les présidents, les PDG. Donc, ces entreprises-là, les salariés peuvent faire un mouvement, les consommateurs peuvent aider à faire un mouvement pour que l'entreprise se transforme. Merci beaucoup. Alors, Michael, une question pour toi. Donc là, on est sur un sujet plutôt veille et prospectif. Donc, la question, c'est de savoir donc, les conseils que tu as donnés par rapport à la veille, notamment la veille RSE. Est-ce qu'on peut prendre les mêmes conseils sur la partie études prospectives et comment est-ce qu'on traite le sujet de la prospective au sein du dispositif de veille globale?
Oui, je vais répondre à la question tout de suite. J'en profite juste pour signaler que dans le chat, j'ai partagé l'adresse lerameau.syndup.net qui donne accès à des tableaux de bord que l'on a mis en place en partenariat avec le Rameau, qui est un laboratoire de recherche action qui est spécialisé sur l'ODD 17. Marie-Christine, tu parlais de l'ODD 17 tout à l'heure. Donc l'ODD 17, c'est faire alliance, la capacité à travailler en partenariat, qui est désigné comme l'ODD nécessaire à l'atteinte des 16 autres objectifs de développement durable. Et donc sur l'URL que j'ai partagé, on a mis à disposition les travaux du Rameau qui permettent de retrouver plus de 650 exemples inspirants de collaboration entre entreprises et au sein des territoires. Donc, je vous invite à vous en saisir parce que c'est un outil qu'on a mis en ligne en accès libre. Pour répondre à la question sur la prospective, effectivement, il faut bien distinguer dans la démarche de veille la veille opérationnelle de la veille inspirationnelle et prospective. Ce sont deux démarches qui sont tout aussi importantes, mais par contre, qui ne doivent pas être traitées de la même manière et au même moment, notamment dans la diffusion, parce que quand on est sur de la veille opérationnelle, on sait ce que l'on cherche à l'avance, c'est pour nourrir un plan d'action. Si par exemple on recherche une solution pour traiter une nouvelle problématique de sa chaîne logistique pour être dans l'économie circulaire, on sait quel est le problème, on sait qu'on cherche une solution qui a ces caractéristiques-là. Et donc, on va recevoir l'information issue de cette veille très opérationnelle dans une logique de groupe de travail, plutôt en pleine journée pour s'en saisir et l'utiliser rapidement et l'étudier. Alors que la veille inspirationnelle et prospective, on a besoin d'être un peu moins la tête dans le guidon, de prendre du recul et donc d'avoir des consultations de cette veille plutôt en général le matin, le soir, pour certains le week-end. Enfin voilà, chacun trouve son moment opportun. Ça peut être le midi, mais en tout cas, ça ne peut pas être dans l'action du quotidien. Et ensuite, la manière d'impliquer en interne toutes les parties prenantes sur ces veilles doit également être clairement deux besoins identifiés comme étant distincts pour que les contributions en interne à cette veille puissent se faire en mettant soit la casquette veille très opérationnelle ou la casquette inspirationnelle. Et là aussi, il faut prévoir des temps de recherche et d'investigation qui soient dédiés pour pas forcément mélanger les deux, ce qui n'empêche pas de tomber quand on fait de la veille opérationnelle sur des informations prospectives et de les mettre de côté. Mais voilà, c'est important en tout cas de bien créer des espaces-temps pour la veille et la consultation des résultats qui soient dédiés à chacun d'entre eux. Et après, sur l'accompagnement ou sur les solutions et les services que j'ai présentés dans la slide précédente, effectivement, c'est compatible avec les deux dimensions. Tout dépend du brief et de l'objectif de chaque livrable. On va vous remercier pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter soit moi-même via l'adresse mail du webinaire, soit les différentes adresses mail que vous avez vues pendant les présentations, et on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Très bonne journée. Merci Marie-Christine. Merci Très bonne journée. Merci à vous. aux participants. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.